aujourd'hui dans une période toujours plus chargée et ça va être de pire en pire pour les 2-3 prochaines semaines, mais normalement, ça se calme un peu après. Et vous saurez pourquoi, bien sûr, même si ça n'est pas pour tout de suite. Du boulot par-dessus la tête et le déplacement en Italie s'est bien passé. C'est le boulot qui m'amène à une petite question, comme ça, un peu digressive, sur le féminisme et surtout sur la façon dont on a tendance à voir les féministes du passé, les féministes en général. Je pense qu'il faut le rappeler ici, je suis chercheuse, exactement chargée de recherche postdoctorale, donc je suis en CDD de recherche à, à l'ULB, je suis chercheuse FNRS en Belgique, mais pas chercheuse en CDI. Le FNRS, c'est le CNRS de la Belgique. Et mon sujet principal de recherche, celui aussi que je développe pour les différents dossiers de candidature, hop, ça c'est mon téléphone, que je vais en profiter, tac, 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 je ramasse tout. Je vais mettre de la crème parce que j'ai mal aux mains. Pour les dossiers de recherche que je fais comme ça un peu en ce moment, toute l'année, il y a quand même quelque chose qui revient, et là notamment grâce à une doctorante avec laquelle je travaille actuellement, il y avait comme ça une question. Alors, ça n'a pas du tout pris de la place, hein, c'est pas le. Mais il y a eu un moment comme ça où j'ai dit, oula, fais attention, ne juge pas avec les yeux du passé. Et puis en revenant même là-dessus, la question n'était pas seulement l'anachronisme. C'est-à-dire que on est sur George Sand, et je reparlerai de George Sand, mais moi je n'en suis pas spécialiste, on le sait. Mais il y a, enfin voilà, je découvre son œuvre absolument gigantesque, j'ai les grandes lignes, mais voilà. Des points un peu plus précis qui sont liés à mes recherches plus spécifiques, c'est-à-dire sur l'histoire littéraire, l'histoire textuelle des féministes. Et je me demande comme ça régulièrement, enfin moi je suis assez fascinée en fait à chaque fois que je lis des textes du 19e siècle, de la proximité et en même temps de l'éloignement qu'ils ont par rapport à nous, c'est-à-dire si lointain et si proche, hein, en gros. C'est-à-dire que je vois bien une commune humanité, des questions parfois très quotidiennes, parfois très métaphysiques. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi la métaphysique ne serait pas quotidienne. Mais voilà, enfin, et en même temps, il est des façons de penser qui sont radicalement différentes. Une des difficultés du 19e siècle, c'est que les choses nous semblent très proches, notamment parce que la langue est quand même donne une illusion de transparence, ce qui n'est pas toujours vrai. Voilà, et donc il faut un peu se méfier de ça. C'est de toute façon moins vrai, on le voit quand on enseigne, c'est moins vrai pour des questions, on va dire, d'éducation, de formation et de classe, dans le sens classe sociale, de démocratisation de l'accès au supérieur aussi, mais moi je ne ferai pas partie des gens qui voudraient défendre l'accès au supérieur, clairement pas. Mais je sais pas, quand j'enseignais le rouge et le noir, il y avait des choses qui n'étaient pas comprises immédiatement des étudiants et qu'il fallait décoder. Alors que moi, je n'avais pas forcément comprise d'emblée, mais je n'ai pas le souvenir que ça ait fait obstacle. Mais peut-être que ça faisait obstacle pour les yeux de l'enseignant de l'époque. Hein. Voilà, par exemple, l'hôtel particulier. Je sais pas si je comprenais ce que c'était à 18-19 ans. Voilà. Alors ça, c'est pas seulement historique, ça, c'est un truc de classe sociale. Bon, les crinolines, le fait qu'il y avait une pudeur pour les femmes, ça, j'en avais une vague idée. Mais alors, les crinolines, c'est quand même très spécifique hein, comme moment de l'histoire de la mode. Mais voilà, il y avait un peu tout ça qui me questionnait, donc je savais pas quoi dire, que penser, voilà, c'était pas forcément complètement simple. Voilà. Il y avait un peu des questionnements comme ça, et voilà, l'étrangeté des textes, à quoi elle est due, et en fait, quand on va travailler sur un texte féministe du 19e siècle, il est des étrangetés qui sont vraiment radicales, qui sont radicalement différentes. Par exemple, on peine à comprendre les féministes du 19e siècle, mais en fait tout le 19e siècle, si notamment moi je travaille sur des textes théoriques, hein, je suis vraiment double qualifiée en littérature française et en épistémologie, même si je postule sur des postes de littérature française. On est en période de recrutement, c'est ce qui explique que ce soit aussi chargé et aussi difficile en fait. Voilà. En plus, je sais pas moi d'enterrer ma grand-mère. Enfin, ça fait un mois hier que j'ai enterré ma grand-mère. Enfin, je l'ai pas enterrée toute seule. Mais les chagrins ont beau être collectifs, ils se portent quand même souvent seuls. Hein. Enfin, en tout cas, ils sont lourds pour tout un chacun, je pense. Et un mois qu'elle est morte, pas un mois qu'elle est enterrée.
Mais en tout cas, il y a ça, voilà, il y a ça qui se complique, voilà, c'est très différent, et c'est d'autant plus différent chez les féministes tout le 19e siècle, voilà, que je reprends le fil, que le rapport nature-culture, cette espèce de double antagoniste, n'existe pas sur cette période. Alors bon, si vous lisez, moi je sais pas, un roman sentimental, et encore là, je suis en train de lire Indiana, c'est quand même très présent en fait la question, pas forcément nature-culture, mais elle n'existe pas en ces termes, mais on va dire de ce que nous on appellerait sexe-genre, ce qui est pas exactement nature-culture, mais on a envie de superposer, mais en fait ça se superpose pas exactement. Euh, et d'ailleurs tout est un peu faux dans cette histoire. Mais c'est ça voilà, il y a quelque chose qui est très contre-intuitif, c'est qu'en fait, par exemple, il y a une phrase de Christine Delphi, le sexe précède le genre. Non, le genre précède le sexe. Alors, l'intuition commune, l'opinion commune voudrait que le sexe précède le genre, à savoir, il y a un donné brut qui est, il y a des corps, on sent notre corps, et puis après, la culture vient par-dessus. Et donc, on aurait une espèce d'origine un peu mythique, par exemple corporelle, sauvage, et en fait, on va donner des noms un peu différents à cette origine plus ou moins lointaine, plus ou moins originaire, plus ou moins mythique, etc. J'ai compris en Italie, vraiment à Milan, dans le duc, pas dans le duc, dans le palais, dans le palais, dans un des palais Médicis, là, celui où il y a un faux, enfin une réplique du David de Michel-Ange devant le palais Vecchio. Euh, il y avait des représentations des légendes patriarcales de la Bible. Et j'ai compris d'un coup en fait que ces légendes patriarcales sont une des façons de représenter ce qui est considéré comme un état de nature. Et que ce que nous on appellerait état de nature, si on reprenait un vocabulaire qui n'est de toute façon pas celui de notre époque, on va imaginer une nature sans humanité ou avec une humanité animalisée. Mais l'état de nature, pour des temps plus anciens, c'est quelque chose entre parfois une animalité, hein, il y a quand même des blagues sur Rousseau qui pourrait marcher à quatre pattes, hein, chez Voltaire, etc. Mais il y a quelque chose en fait, de profondément déjà social. Chez Voltaire, hein, Voltaire en est vraiment persuadé. Et voilà, moi, mon sujet de recherche, c'est de questionner, mon sujet principal de recherche, que je n'ai pas le temps de travailler autant que je le voudrais, parce que je travaille beaucoup, beaucoup de choses qui m'éclatent, mais voilà, la recherche est ainsi faite qu'on tire des fils, et les fils prennent du temps à tirer et à dévider. Qu'il y a comme ça ces questions, donc moi, en ce moment c'est le gaze hein, que je tire, et la question de comment on interprète un texte, pas forcément en féministe, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de comprendre ce qui se joue dans les textes qui pourraient expliquer des lectures, voyant ou ne voyant pas la violence, par exemple. Voilà, ça, pour moi, c'est une vraie question. Donc, bon, ça, des choses de cet ordre-là se passent et se produisent. Euh, voilà, mais voilà, mon sujet de recherche, c'est que cette question de la nature chez des féministes, à une époque où donc nature-culture n'existe pas. Nature-culture, ça se stabilise au milieu du XXe siècle, ça va de l'invention, alors non pas de la sociologie, parce que la sociologie s'est inventée au début du XIXe siècle, mais de la sociologie scientifique durkheimienne, qui est très naturaliste, hein, qui est encore très empreinte de sciences naturelles, c'est-à-dire de modèles naturalistes. Elle ne vient plus des sciences naturelles. Voilà. C'est une époque où on a encore l'anthropologie physique, avec les mesures de crâne, etc. Et ce qui va vraiment mettre fin à cette hégémonie des sciences naturelles, qui n'est pas seulement les sciences naturelles sont les plus importantes, mais elles vont donner leur modèle, ça va être fait à quel moment les autres sciences vont s'émanciper de cette tutelle naturaliste. Ça va être avec, symboliquement, ce qu'on peut retenir comme grandes étapes, parce que ce sont les moments visibles. Mais en fait, ce sont des changements générationnels et de pratiques qui expliquent ça. Ce sont les moments de Lévi-Strauss, notamment Race et Histoire, par exemple. Ça, c'est vraiment un texte très important pour repenser ça, et notamment parce que la question de nature-culture, c'est la question de la race. Hein. Et ça va aller avec où la race dérive de cette question de nature-culture, mais le fait qu'il y ait besoin de penser la race, et notamment d'avoir un racisme scientifique pour expliquer le racisme marchand, voilà, institutionnel, capitaliste, esclavagiste, a besoin de penser aussi différemment, et de naturaliser, et d'objectifier, et de naturaliser. Voilà. Enfin, il y a des fonctions à certains savoirs, à certains moments, et des explications qui ne sont pas que
positif dans le sens c'est pas seulement agréable, quoi, ou pour une marche du progrès humain, ou même du progrès des savoirs, quoi. Voilà. Et c'est le deuxième sexe, voilà. Biologie n'est pas destin, on ne naît pas femme, on le devient. C'est le moment de l'élaboration vraiment absolument limpide du constructivisme. Et moi, mes questions, c'est ben, qu'est-ce qui se passe avant, voilà. Comment on va penser même une émancipation, parce que ce que modèle de manière brillante, hein, absolument brillante, Simone de Beauvoir, c'est on va sortir de la nature. Bon, voilà. Donc moi, je me pose des questions sur des féministes qui vont pas penser comme moi. Ça, je suis vraiment constructiviste, et encore, c'est quand même des choses que je remets en question, puisque le modèle constructiviste, lui aussi, est un modèle, et donc il n'est pas complètement scientifique, il est amendable, il suppose une frontière entre des États qui sont des fictions. Voilà, je renvoie à des scolaires, par exemple, par de la naturiculture. Ce sont des fictions. Et ce sont des fictions occidentales, situées historiquement, situées spatialement, situées même socialement. Bon, tout ça, c'est quand même bien de s'en rappeler. Mais ce sont des fictions qui sont utiles à pas mal de choses, et notamment qui ont été très utiles pour penser des émancipations. De quoi, ma question, c'est comment on va penser des émancipations avant ce moment-là. Une autre question, c'est aussi comment on va donc penser la nature, hein, de manière, voilà, ça c'est vraiment l'orée de mon projet de recherche. Mais pour ce faire, voilà, j'étudie principalement des textes des textes féministes d'un très bon 19e siècle. Je commence au début, enfin le début du 19e siècle des féministes, c'est les années 30, 1830. Mais avec des questions qui sont très complexes, et puis des femmes qui ne pensent pas, surtout des femmes, pas uniquement, mais qui ne pensent pas comme moi. Et on est différentes, on n'est pas les mêmes. Voilà. Alors moi je vois beaucoup de questions communes, et il est très courant pour moi de me dire oh là là, quelle modernité, ou là, voilà, en discutant et en lisant Sand, je me disais mais quelle modernité de Sand, et en même temps, que d'ambivalence, et comment expliquer qu'elle n'est pas faite, c'est évident. Alors, il faut peut-être que je le précise, Sand a été considéré comme très proche des cercles, ou du moins plutôt des idées féministes, ou qui portaient les idées d'égalité et de progrès de son époque, notamment les Saint-Simoniens, qui se sont reconnus en elle, et le public un peu plus généralement a reconnu une pensée saint-simonienne chez Sand. Et donc la question, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi j'ai envie de dire c'est phénomène d'époque, avec des affinités évidentes, qui sont celles du crise des barricades, d'un socialisme néo-christianisme, enfin, voilà, phénomène d'époque, très situés, hein, et qui sont aussi des marqueurs politiques. Enfin, je veux dire, il y a quand même une question de qu'est-ce qu'on a envie de choisir. Mais avec des arrêts, on a l'impression qu'il y a des moments où Sand s'arrête. Ce qui donne l'impression parfois d'une idéologie qui serait inaboutie, en tout cas pas moderne, quelque chose d'un peu décevant. Et Sand est quand même franchement décevante. En 1948, quand elle est présentée à la députation par des féministes. Alors on ne s'appelle pas féministe à l'époque, hein, ça c'est la fin du 19e, on va dire féministe pour aller un peu plus vite. À l'époque on n'a pas le droit de vote, mais elles veulent présenter, et donc elles présentent Sand, ça c'est une pratique qui est courante, présenter quelqu'un à la députation, en tant que représentante de la cause des femmes, je ne sais plus du tout les termes de ça, et Sand réagit extrêmement violemment en refusant. Et ça l'arrête complètement dans les questions féministes, quoi. Donc ça, c'est vraiment un moment important. Et donc, on a... voilà, moi, enfin, je veux dire, si Sand avait accepté ce rôle-là, qu'est-ce qui aurait changé? Ben, c'était quand même quelqu'un qui était très connu et pas mal apprécié, quoi, et qui vivait déjà de sa plume. Alors peut-être que ça l'aurait complètement sacrifié sa carrière, hein, moi, je veux dire, Mais voilà, quelque chose d'un peu fou à essayer d'imaginer ça. Et est-ce que ça aurait changé quelque chose à la cause des femmes, à la situation des femmes? Moi, je ne le sais pas, je n'en suis pas sûre. J'aimerais le penser, mais en tout cas, pour le moment, on n'y est pas franchement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une question qui est forte, hein, et qui n'a pas de réponse en soi. Mais il peut y avoir comme ça une déception à se dire merde, Sand, Sand, elle a un peu merdé, quoi. Bon, on va juger en fait. Alors, c'est compliqué. Sand, c'est quelqu'un qui a pu juger les autres, critiquer les autres et tout, mais là, on va pas dire qu'on va faire comme elle parce qu'elle l'a fait, ça serait idiot.
Les choses sont en tout point trop différentes. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une ambivalence indienne qui peut être décevante. Mais c'est pas... voilà, moi je pense pas que ce soit très grave. Ça me paraît quelque chose de très différent. Il se passe autre chose, quoi, pour moi, ici. Là. Vraiment, c'est... Donc, voilà. Là, c'est vraiment une interrogation, et c'est d'autant plus crucial quand on a l'impression d'une proximité plus grande, et que finalement, l'éloignement se fait ressentir davantage. Et c'est une déception, c'est-à-dire que c'est même affectif, hein, le rapport qu'on peut avoir comme ça aux autrices, aux théoriciennes, aux militantes, enfin voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, comme demain on est le 8 mars, je devrais être en train de marcher au 7 mars, là je suis quand même trop claquée pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe de ça, quoi. Donc, donc là, mon premier réflexe c'était de dire attention à ne pas être anachronique, parce que le féminisme de l'époque, qui s'appelle donc pas encore le féminisme, pour ça il faut attendre la fin du 19e, Hubertine Auclair, pour qu'il y ait un sens politique et revendiqué par des femmes homoféministes, et une large médiatisation du terme. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que... Bon. L'anachronisme, c'est quand même hyper important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'être féministe, ou être féministe, alors déjà il y a des façons, on va dire, épistémologiques et politiques, de penser des causes féministes d'une manière ou d'une autre, qui font qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Et que ce qui semble pour nous relativement évident, et qui en plus est valorisé parce qu'on a tendance à valoriser la transgression et le courage, on ne réalise pas à quel point c'est du suicide social au XIXe siècle que de rejoindre la cause des femmes. Et c'est pas par hasard qu'elles sont peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses parce que c'est invivable. Ce sont des vies invivables. Il faut déjà, en fait, être dans une vie invivable pour s'engager à ce point-là. Alors, invivable et aussi dans certains cercles déjà très militants, engagés, avec une culture politique très particulière. Ça, c'est des moments très spécifiques, en fait, très compliqués. Et on peine à le voir, parce que là, moi, je vais le dire d'une manière un peu psychologisante, oh là là, genre, c'est des victimes, quoi. C'est pas des victimes, ce sont des femmes qui agissent pour ne pas l'être davantage. Alors, elles le sont en tant que victimes d'une oppression, avec des schémas victimaires différents, une façon de se reconnaître en tant que telle, mais donc ça, c'est des choses dont j'apprends un peu l'existence en sociologie, ce qu'on appelle une carrière de victime. Ça paraît très contre-intuitif et un peu insultant. C'est notamment en France Yannick Barthes, qui est spécialiste de ces questions-là, que moi je commence à regarder un peu. Mais en fait, le moment où on peut se reconnaître victime, aller vers telle ou telle réponse à une souffrance, le fait même d'exprimer une souffrance, tout ça, c'est du social. Si c'est du social, ça veut dire que ça bouge, il y a des moments ça se fait, des moments ça se fait pas. C'est pour ça que MeToo, ça n'arrive pas tous les ans, par exemple. Et que ça a un effet aussi important. Enfin, je sais pas s'il y a un avant-après MeToo qui est observable. Yannick Barthes, il travaille pas forcément sur les victimes sexuelles, mais voilà, en tout cas sur c'est quoi une carrière de victime. C'est une question qui est hyper intéressante. Une carrière, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a un cursus. Ça veut pas dire qu'on passe des diplômes ou que ça va de mieux en mieux, hein, c'est pas une course. Il ne faut pas se méprendre sur le sens scientifique des mots, qui n'est pas le sens courant. Donc là, au niveau anachronique, ça peut coincer au niveau social, des explications socio-historiques, ça peut aussi coincer au niveau des explications épistémologiques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti avec Renan. J'ai passé une thèse à me demander pourquoi Renan, il était ci, ça, machin, etc. Pourquoi il est raciste alors qu'il va être progressiste. Parce que c'est une façon, non pas que c'est un dérapage, mais l'émancipation, en fait, le christianisme est un garde-fou en même temps qu'il est une forme de coercition. Mais le christianisme, par le dogme du couple adamique,
barre la route au polygénisme, qui ouvre la voie au racisme scientifique. Donc il y a quelque chose, et on peut pas dire c'est bien ou mal, ça dépend de quoi on parle, quoi. Donc tout ça, c'est hyper dense, en fait. Moi, c'est cette densité, cette complexité-là qui m'intéresse. Donc ça va être anachronique à ce niveau-là. Bon, ça va être anachronique aussi parce que souvent, en fait, il y a aussi des infos qu'on n'a pas. Donc, c'est facile de se dire, elle aurait dû faire ça. On ne sait pas ce qui se passe, en fait, pour les personnes. Et il y a une façon aussi, en fait, de se revendiquer en classe des femmes. Parfois, par exemple, les Saint-Simoniennes ou leurs descendantes, elles sont quand même salement allumées, quoi. Enfin, là, je dis ça de manière psychophobe et c'est pas top, mais on ne pouvait pas les voir de manière positive, largement. Elles sont d'abord caricaturées. Donc, Sand a de la sympathie pour elle. En 48, ça commence à dater, le Saint-Simonisme, hein, ça a plus de 15 ans. Hein. Et un peu les mêmes, c'est pas exactement les mêmes, hein, mais voilà, ça fait quand même très longtemps qu'on est venu la chercher et qu'elle a toujours tenu avec une distance polie un peu à l'écart, etc., sans trop s'afficher. Et elle fait des préfaces où elle dit on a pu reconnaître ça, moi je suis trop bête, j'ai rien pensé, hein. Je caricature à peine. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à couvert. Elle se met à couvert, mais ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle met un cadre. Elle refuse de jouer le rôle de passe-passe que Enfantin, etc., veut lui faire jouer. Et les Saint-Simoniens n'entendent pas ce refus. Ou ne le veulent pas, enfin, ils l'entendent. Puisqu'elle ne veut pas, elle ne le fait pas. Mais ils insistent. Voilà. Donc il y a quand même... donc ils l'entendent très bien, parce qu'ils n'insistent pas comme vous n'avez pas entendu, ils insistent comme des gens qui ont entendu. Donc voilà, avec des voix détournées, etc. Donc il y a eu une erreur stratégique ahurissante pour cette présentation à la candidature, qui a été déjà de ne pas prévenir Sand, en fait. Ça se faisait à l'époque, sauf que le fait de présenter des femmes, ça se faisait moins. Et donc, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une précaution qui aurait été donc nécessaire, qui n'a pas été prise, quoi. Voilà. Ça, c'est pour des faits un peu précis. Bon, bah, après, voilà, je vous dis, je connais pas très bien. On va bosser ça mieux dans les prochaines années, mais on va prendre le temps. On va y aller tranquille. On va y aller tranquille. Et puis, en fait, moi, il y a aussi autre chose que je me suis dit, et qui est plus directement politique, et qui n'est pas uniquement anachronique. Donc, il y a des questions anachroniques parce qu'on n'a pas les infos, il y a des trucs, on ne peut pas juger avec l'époque, tout ça. Des fois, on juge. Voilà, moi, je veux dire, j'ai vraiment jugé Renan, je juge qu'il y a des impasses politiques, qu'il y a des faiblesses littéraires. Ça ne veut pas dire... Le truc, alors déjà, c'est que juger, ça ne veut pas dire, tiens, je vais arrêter de lire Sand, je la supporte plus, je la cancelle. Enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas qui imagine ce genre de choses, en fait. Qui c'est qui réagit comme ça? Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. La preuve, j'ai relu Kundera il y a pas longtemps, je sais pas quand j'aurai le temps de faire ce projet, de relire tout, de revisionner tout Polanski. Je sais pas tout vu d'ailleurs, je sais pas J'accuse par exemple, etc. Bon, voilà, alors, j'ai pas dit que je voulais le faire avec un regard énamouré et admiratif, hein. Ça m'intéresse. Voilà. Ça m'intéresse, et je me rappelle avoir revu Manhattan, parce que j'allais aux États-Unis, c'était en 2017, et que je m'étais dit, ça va être incroyable, ça a été incroyable. Donc je prépare le film avec le grand film sur Manhattan. Et puis en fait, c'était aussi un film dégueulasse. Mais je ne l'ai pas vu pour voir un film dégueulasse. Alors, ça, voilà, on ne voit pas forcément à charge. Et la charge, moi je veux dire, elle permet de clarifier des lignes, voilà, qui peuvent être aussi morales. Est-ce que la morale c'est universel? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'il y a quand même des principes qui sont, par exemple, le respect de l'autre? Moi, je considère que c'est un principe qui doit être universel. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est réalisé. Ça veut dire que moi, il me sert de boussole. Est-ce que ça me sert à lire ou non, pas les textes? Non, mais moi, les textes, je lis tout ce dont j'ai besoin pour ma recherche. Je n'ai aucun problème à lire des textes difficiles, puants, même à les enseigner. Ah, ça ne me pose aucun problème. C'est pas là que ça se situe. La question, en fait, et c'est beaucoup plus insidieux, c'est qu'on accuse de censure des gens parce qu'ils vont bouger un peu les programmes scolaires et le canon littéraire et artistique. Et on va les accuser de censure, alors que bon, on a comme le droit de rénover les programmes, hein, mais on va les accuser de censure pour en fait contrôler leur liberté d'expression. Et ça, c'est la vraie censure. Et là, on le voit très nettement dans cette époque. Donc il y a ces questions en gros d'anachronisme, il faut beaucoup de prudence pour comprendre, etc. Bon, quand c'est notre boulot, on finit quand même par comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors on peut faire des erreurs, hein, mais voilà, on peut discuter, il y a des débats, on n'est pas sûr, on n'est pas obligé d'avoir un avis.
plein de moments, je n'ai pas d'avis, et on peut considérer que des choix qui sont stratégiques, qui ne sont pas des choix d'adhésion purement et simplement, des choix de soutien, etc. Il se passe beaucoup de choses, donc il faut avoir cette complexité-là en tête, en sachant, voilà, la correspondance peut éclairer, parfois on ne dit pas tout à tout le monde, ni de la même façon à tout le monde, on le sait aussi. Donc voilà, ça c'est la complexité d'une question. Mais surtout, je finis par me dire et dire, dans cette discussion, et en fait, ce n'est pas qu'une question de temps, et de décalage temporel et d'anachronisme, c'est beaucoup plus largement une question de mais pourquoi faudrait-il que les féministes soient toutes parfaites ? Alors, l'explication qui revient très souvent, c'est celle de la pureté militante. C'est-à-dire que la pureté militante, ce qu'on appelle la pureté militante, ça serait une forme de contrôle, on va dire endogamique, enfin intracommunautaire, sur les comportements ou l'idéologie. Ça existe, la pureté militante. Hein. Et c'est notamment très présent, ça a été étudié dans les sectes maoïstes des années 70, dans les mouvements comme LO, enfin on a des mouvements qui sont sectaires, qui sont aussi liés sur certaines attitudes, qui vont impliquer un contrôle des vies, des attitudes, du comportement, des finances, de ce qui va être donné, etc., qui sont quand même assez complets, jusqu'à la sexualité, aux relations, etc. Donc on est dans la secte. Hein. Ça, c'est du comportement. Alors, dans la secte, il n'y a pas forcément la religion encore qu'on peut voir. En tout cas, on est dans des comportements sectaires, avec comme ça de l'intracommunautaire. Et ça peut arriver dans beaucoup d'endroits, pas forcément à gauche, hein, voilà, mais aussi à gauche. Et et là, ce qui va le révéler, c'est vraiment ces questions de contrôle mutuel. Enfin, mutuel, en général, c'est pas réciproque. Hein. Alors, sur ça, j'ai eu une question, donc là, j'ai eu l'immense chance d'intervenir dans un cours à l'université de Liège, c'était super. Et une étudiante a posé la question de savoir, alors, est-ce que être féministe, c'est ça ou ça est-ce que donc il faut arrêter de parler aux hommes, enfin, c'était pas aussi caricatural, mais c'était quand même des questions un peu tranchées comme ça. Et en fait, là, j'ai réussi à formuler quelque chose de très simple, et je pense que ça va me guider pour longtemps, parce que j'avais besoin de cette formulation, donc je vais profiter de cette vidéo pour le transmettre. J'ai dit, oula, attention, en sortant ma grande barbe blanche de Père Castor. En fait, le problème, là, c'est pas le féminisme ou le contenu du féminisme, donc moi, en tant que féministe, pas en tant que féministe, en tant que chercheuse, j'étudie des mouvements, mais je suis pas là pour moi dire ce qui est ou non féministe. Donc j'ai des effets de définition du féminisme, mais parce que il faut que je sélectionne des textes. Donc il me faut des critères, en fait. Donc c'est dedans, c'est pas dedans. Et mes critères, ils sont un peu fermés, c'est un peu vexant, mais c'est pas grave, en fait. Parce que c'est pas... c'est juste que je définis mon corpus de travail. Pourquoi y mettre de l'affect ? Et l'autre question, c'est... Je me suis permis de lui dire, mais en fait, dans votre vie, si à un moment on vous dit qu'il faut penser ça ou ça, c'est-à-dire qu'on est en train de vous contrôler, féministe ou pas. Et là, en fait, faut fuir, hein, en fait. Il faut dégager ces gens-là. Quelqu'un qui viendrait vous voir, vous parler, exclusivement ou pas, pour vous dire ce qu'il faut, ou vous engueuler, ou vous suggérer, ou voilà, pour vérifier, ou vous inciter à, pour vous contrôler, dans vos attitudes, vos comportements, ce que vous pouvez dire ou penser, ou signer, ça s'appelle du contrôle. C'est pas autre chose que du contrôle. Et le contrôle, ça n'a rien d'émancipateur, c'est tout l'inverse. Donc ça, bon voilà. Après, est-ce que c'est du vrai ou pas féminisme ? Bon, ben, moi, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui peuvent contrôler à un moment en étant de bonnes personnes à d'autres, mais ça, quand même, on est un peu moins une bonne personne quand on contrôle les autres. Mais le fait de contrôler en permanence quelqu'un, c'est pas forcément direct, ça peut être par du chantage, du silence, je refuse de te parler. Enfin, là, normalement, il y a quand même des choses qui doivent vous remonter. Non, mais c'est du contrôle. Ça n'est... Enfin, il n'y a pas d'émancipation qui passe par le contrôle. Ce n'est pas vrai. Si on vous contrôle, individuellement, collectivement, c'est que vous êtes sous surveillance. Ce n'est pas de l'émancipation. Donc ça, bon, c'est dit. Et ça atteint votre autonomie, quoi. Ça veut pas, vos libertés. Alors ça veut pas dire que vous allez faire des dingueries, hein, mais bon, il y a un problème à ça, quoi.
Et à ceci s'ajoute donc cette question. Pourquoi les féministes devraient être parfaites? Et donc c'est fou. Donc il y a cette question de pureté militante qui est liée donc au comportement sectaire, qui est liée aussi au sentiment d'impuissance. On va contrôler les autres, parce que ne pouvant pas changer le monde, on va essayer de changer son voisin. Ça a l'air d'être plus simple. Faut pas faire ça. Hein. Voilà. Si on se change un peu soi-même et encore les bons jours, c'est pas mal. Hein. Voilà. On va pas aller beaucoup plus loin. Et pour le reste, j'aime beaucoup le concept de protopie j'ai envie de dire prototopie, mais je crois que c'est protopie. De Nathalie Sejean notamment, ou qui est médiatisée par Nathalie Sejean sur... avec cette idée que bon, bah, les utopies c'est un peu lointain et on va se casser la gueule, on va déjà essayer, nous on verra pas le résultat, mais de changer 1% collectivement, dans le quotidien, etc., pour répandre quelque chose de mieux, et parce que 1% plus 1%, quelque chose va bouger. Et ça c'est chouette comme idée. C'est un peu le colibri, mais c'est le colibri en plus malin et qui se raconte pas de conneries. Voilà. Et en même temps, voilà, donc pourquoi les féministes parfaites? Et en fait, il y a aussi une question de, en dehors de toute cette psychologisation qui explique des espèces de violences intracommunautaires, etc., pourquoi être parfait? Mais pourquoi vous allez attendre de chaque féministe? Et c'est quand même quelque chose qu'on demande beaucoup aux féministes, parce que on n'aime pas les féministes. Forcément, on va toujours chercher les petites bêtes. Mais pourquoi il faudrait que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien à reprendre? Mais vous faites ça avec vos amis, vous faites ça avec tout le monde. Alors oui, il y a des gens qui font ça, voilà, qui vont toujours exiger de la perfection. Bon, moi je suis quelqu'un qui m'agace souvent en voyant un défaut. Quand vraiment ça monte, je vais quand même avoir tendance à avoir plus de mal à voir la personne pendant un moment. Bon, en général, ça revient et c'est tranquille, quoi. Voilà. Je comprends donc qu'il y ait des effets comme ça, d'irritation, de ci, de machin, et des effets de rupture. Mais est-ce qu'on a réellement besoin que toutes les femmes soient des héroïnes, et que les femmes qui sont déjà des héroïnes, qui peut dire que George Sand n'est pas un genre d'héroïne ou de grande femme? Enfin, franchement, quelle vie, quoi. Est-ce qu'on a besoin qu'elle soit absolument parfaite? Pourquoi en faire une déception? Alors, non pas que je veuille le reprocher, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait une déception du fait que George Sand ne soit pas complètement parfaite? C'est fou, en fait. C'est complètement fou. Pourquoi y a ça qui vient? Enfin, moi, je trouve que c'est... C'est pas... ça... Et en fait, je me suis même dit, mais si on, mais il y a quelque chose de très exigeant et peut-être de fascisant dans cette idée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être parfait? Est-ce qu'il y a une grille avec des critères? C'est quoi la voie du progrès? Est-ce que le progrès doit être le même pour tout le monde? Est-ce qu'on va tous progresser de la même façon? C'est un problème cette question-là aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'uniformisation de la façon dont nous voyons les bonnes féministes? Et surtout, à l'inverse, c'est pas la multiplicité, la profusion, les imperfections qui permettent qu'il y ait du mouvement, du dialogue, des choses qui vont bouger entre elles et les unes avec les autres. Et donc, bah non, mais voilà. Et puis, alors, on va certainement pas donner à George Sand ou à qui que ce soit une mission a posteriori, enfin, voilà. Ça n'a pas de sens et ça serait injuste et absurde. Mais il y a vraiment quelque chose de... Est-ce qu'on a vraiment envie que toutes les féministes soient parfaites? Est-ce qu'on a envie, plus largement, de vivre dans un monde dans lequel tout le monde serait parfait? Je suis d'accord qu'on en est très loin. Et que ça serait bien d'être un peu plus parfait. Mais voilà. La perfection, c'est ce qui est achevé, quoi. Enfin, je veux dire, là, vraiment, ça m'a sauté à la gueule la semaine dernière en me disant, mais c'est quoi un monde où tout le monde serait parfait? Pourquoi il faudrait que tout le monde soit parfait? Et l'autre question étant bien sûr, pourquoi ça vient surtout sur les féministes, mais ça vient pas que sur elles. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il y a une déception, etc. Et donc il y a une espèce de recherche de modèles, de culte un peu idolâtre, de personnalité, et que je comprends de moins en moins avec le temps. Je pense qu'on en a besoin comme modèle éducatif à un moment. En tout cas, moi j'en ai eu beaucoup besoin, ça c'est certain. Je sais pas du tout ce qu'en disent les spécialistes de l'éducation, et ça m'intéresserait. Mais
je ressens en tout cas personnellement une véritable émancipation et un gain d'autonomie assez remarquable du fait de me détacher des modèles et que ce soit un peu plus tranquille, mais très chargé. Je vous dis à bientôt.